semaine dernière. Ouverture de la réunion à 8h25. Ah, c'est le temps de Don. Le temps de qui? Don, c'est quelque chose à l'autre jour. Ah. Là, je suis pas le dernier assis. Je me suis dépêché. Oui, mais c'est la présentation de M. le maire avant que M. Oui, mais on a l'autre jour. Il y a quelque chose à ajouter. Oui. Ah ouais, Dan. Quand il arrive, on devrait tout l'applaudir. Oui, merci. Ouais, c'est ça. Je veux pas être On va marcher sur un nuage, tu fais ça. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. Un ajout, monsieur le maire. Attends. C'est vous, je vous l'ai dit. Secondé. Monsieur Cardolini. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Bouchard? Mais là, premièrement, on pourrait enlever l'avis de motion à 6.1. On pourrait enlever. Et puis. Pourquoi tu ne mets pas 6.3? Je vais mettre à 6.3. Bon. Je lis ça en anglais. Notice of motion. Ouais. Je sais pas ça de lire. Juste... Juste dire le sujet. Le sujet. In regards to culverts on Market Street. That's it? That's it, man. Est-ce qu'on en parle? Ben, ça soit OK. À 6.3. OK. 6.3. OK. Puis retire Autre chose? 6.1. C'est tout? Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire, aucune. Délégation. Présentation de Andrew Mirabella de Hempson concernant les frais de développement préliminaires. Monsieur Mirabella. Parlez français? OK. Juste avant que M. Mirabella commence, le but de la présentation ce soir, c'est surtout d'établir les projets en infrastructure qui vont être présentés dans l'étude des frais d'aménagement. Donc, vous n'avez pas encore reçu les projets en capitaux, par contre, ils vont vous être distribués après la réunion. Et puis, les prochaines étapes, donc, ça va être surtout de rencontrer les développeurs et puis d'avoir leur coût, eux, sur ces projets en capitaux-là et puis la charge qui est proposée. Et puis, suite à ça, on va vous ramener les commentaires des développeurs, puis c'est vraiment à ce moment-là que vous allez être mieux informés pour prendre une décision, que ce soit au niveau de la charge ou des projets en capitaux. Donc, je laisse M. Mirabella faire sa présentation. Welcome to our council. Thank you very much. Again, my name is Andrew Mirabella. I'm a senior consultant at Hempson Consulting. We were retained by the city to undertake your development charges background study in an effort to pass a new bylaw for the city before the existing one expires. The intention of today's meeting is purely just an information session for council. As part of our process here, obviously keeping staff, council, as well as the developers and the development community well informed throughout the process. So again, just an information meeting to present some of the results that we have tabled, that we have come up with, and there'll be subsequent opportunities once the background study is tabled, as once there's further information with the development community, as well as a public process, which is statutory under the requirements of the Act. So just with that said, I guess a few things that we do want to discuss today. I'll give some background, just a little bit on development charges and what they are. Though understandably, I'm sure you're quite familiar with them. Unfortunately for yourselves, I'm going to have a little bit of an extended presentation. Depends on your definition of unfortunate. As Bill 108 has recently come about, there's some information that I think you should be aware of in terms of some new legislation, some of the requirements around it, and how it's going to affect the city of Clarence-Rockland on a go-forward basis, and the way we've structured our development charges at this particular time. Then we'll get into a little bit of the actual calculation and the methodology, look at the development forecast, a summary of the development-related capital programs, and to Frederick's point, there'll be I guess a more detailed capital listing that will be provided subsequent to this meeting. What those draft calculated rates actually look like under our program that we have, what they look like relative to other municipalities surrounding you, and then we'll cap off with some next steps and kind of where we go from here. So just as a bit of a background here, Council passed your development charges bylaw on it's February 1st of 2015, effectively imposed development charge rates for all eligible city services. DC bylaws have a shelf life of 5 years, and they expire, and that particular bylaw expires on February 1st of 2020.
So effectively, in order to continue collecting development charges, a new bylaw has to be passed by the city prior to that date. And in order to do that, a background study has to be completed and a statutory public meeting has to be held. So just as a quick overview in terms of when we're talking about development charges, what am I actually speaking about? They're effectively fees imposed on development to finance what we like to call as growth-related capital costs, to pay for your infrastructure and facilities, to maintain your existing service level. The theory behind it is your growth pays for growth, so that the financial burden of growth-related capital infrastructure costs are not borne by your taxpayers or your ratepayers in your existing community. Just as to be clear, the way development charges are structured, development charges can only pay for new capital costs associated with servicing those developments. DCs cannot be used to pay for general repair and replacement or regular operational costs. Those are outside or excluded from the purview of DCs, and they have to be considered in our calculation methodology. So just as a kind of how does it fit into kind of a pie of municipal revenue streams here and the way development charges fit? Again, the DCs, they fund that portion of your growth-related capital costs, and they fund a significant portion of that. There is a share of, even though costs might be development-related, not all of those costs can be funded by DCs. We have to make appropriate deductions and allocations surrounding each of those projects relative to what the project scope and as well as the nature of them. We hear, a lot about there's the DCs, but then there's also direct developer contributions. So direct developer contributions are new infrastructure, it's related to growth, but those costs itself are actually not included in the development charges calculation. Things such as, local water mains, sewer mains, local roads, anything that's related to a specific development and internal to a subdivision are considered to be local service costs and funded directly by the developer. Those specific costs, yes, growth related, but excluded from the calculation of the development charge. And that's very important when we actually look at the DC framework and the calculations that we have put forward. The remaining costs, property taxes, utility rates, by far the largest funding source for a municipality, and again specifically for Clarence Rockland itself. Those fund operating costs, long-term infrastructure repair, maintenance, and replacement costs. Generally all things that kind of outside of the DC regime, and even in addition to that, development charges only fund the initial round capital. Once that capital cost, although it's been funded by the development charges initially, they actually then get shifted to the property tax base and utility rate base for ongoing maintenance and repair and operation. So it's only the DCs fund the initial round capital of those costs. So just to give a bit of an overview here of our study process and how we come to calculating the rates, we start off the process at the beginning with a development forecast looking at the amount, type, and location of development. We'll calculate our 10-year historic service levels. For some of the calculations that are in our development charges background study, we can't fund or use development charges to fund services or increase your service level beyond what's been established in the preceding 10 years of the forthcoming planning period. So we can only fund to an average level of service, and that's particularly important when we look at calculating DCs. We then look at our identification of our capital program or growth-related capital costs. What costs are considered to be development related, and we start off with a growth cost. Those costs are then allocated or distributed between and discounted based on a variety of allocations, whether we have any grants or subsidies, any available DC reserves on hand, any replacement or benefit to existing shares. Those all get netted off or netted down from the total gross cost. After all those deductions or the series deductions are made, we end up with our cost eligible for DC recovery. That's the cost that gets rolled into the development charges calculation. So what's actually eligible for development charge funding in this particular period and what we're going to be recovering for relative to growth. Those costs get distributed between your residential and non-residential sector. Residentially, the charges are set on a per dwelling unit basis. Non-residentially, they're set on a GFA basis, whether it's dollar per square foot or dollar per square meter of gross floor area. So just as in terms of the general overview here, in terms of our stakeholder and council consultation, I guess we just did want to bring up that this is a very formal process, and we do want it to make as transparent as possible with council and the development community. So those kind of meetings with the development industry and stakeholders are certainly welcomed. We've already had a kickoff meeting and a meeting with the industry earlier on in the year to go through some of the calculations and the proposed methodologies.
and we certainly intend to continue to meet with them throughout the process that we have. This is, again, well and above and beyond the statutory requirements under the Development Charges Act, and we obviously recommend a kind of a transparent process like this for both council and stakeholders, so everyone is aware of what costs and what the projects are and what the calculated rates are relative to before the background study is actually tabled and adopted at a bylaw process. So I will get into some of the Bill 108 information now, and I'm not sure how familiar some of those around the table are about it. Effectively, the More Homes and More Choices Act of 2019 is Bill 108. It received royal assent on June 6th of 2019. It was tabled as early as May 2nd of 2019 and went through the legislature quite quickly in terms of from when it got tabled to when it actually received royal assent. That bill proposes changes to several different pieces of legislation, the Development Charges Act and Planning Act being part of those changes under that bill. And the changes to the Development Charges Act and I guess forthcoming DC regulations will certainly have an impact to the city. Some of the key things here are the exemption of secondary suites from development charges in new construction. The development charge rates will be payable at different times, and I have separate slides for each of them, so we'll go through them in a bit more detail. And then your soft service development charges are going to be collected now through a community benefits charges bylaw. And it will be kind of removed from the authority of your Development Charges Act. And there's still a lot of kind of, I guess you can call it unknowns around this process, but it should be clarified by way of regulation in the next couple of months as those get released. So just to go through a few of these key changes in relation to the bill and what that means and relative to the existing situation. Currently, development charge exemption is applied if a second unit is created only in an existing dwelling unit. Development charges are charged if that second unit is declared at the building permit application. Effectively, under the bill and under the new passage, secondary suites will be in the units would be exempt from DCs at the onset of your permit application. So it's a bit different. They used to be exempt if only in existing dwelling units. Now, at the time of building permit application, you can declare your secondary suite and you would be exempt from the payment of DCs. English is my second language. You're speaking so fast, I'm having difficulty following you. So could you just slow down a little bit? Sure. I would appreciate it. No problem. And speak louder. Okay. I'll slow it down and louder. So there will be certain restrictions and details of the eligible classes of residential buildings will be set out by way of regulation. Again, that'll be forthcoming in the summer months, and hopefully throughout the fall we will receive that information. Secondly, there's the timing of payment. And this is a fairly big change under the DC Act. So currently, development charges are paid for at the time of first building permit, which is subject to any agreements that are already existing. What's proposed is that your commercial, industrial, institutional, and rental housing developments shall pay your DCs in equal payments over a 6-year period. Nonprofit housing, there's a change to that, and you can actually pay your DCs for nonprofit housing over a 21-year annual period. So it's quite an extended amount of time for which development charges can be paid. And particularly, again, for those nonprofit type dwelling units, but also for those in your industrial, commercial, and institutional sectors will now have a 6-year payment plan for that. And the way the legislation is written, it at this particular time, unless it's changed by way of regulation, it does mention shall, which is a very key component in the world of law, because unless you have an agreement that states otherwise, that means you have to abide by the 6-year annual payment and 21-year annual payment. So, and the other important component to that is that the payments are going to start at the time of occupancy, which is a bit different than the time of building permit. So for some municipalities that don't actually track the occupancy side of things, municipalities will have to start doing that in order to fulfill the requirements of this legislation. The payments themselves, they cannot be indexed, but a municipality may charge interest on those payments over that period of time. The prescribed rate will be identified by way of regulation as well. So contractors could go bankrupt before the 6 years is over, and you'd be up the creek with your water, with your money.
Through the mayor, that's a very good question, and it's ones that we've raised as well, and we're going to continue to raise through the consultation period. We don't know how that will actually be enforced, whether it's, because also units change hands and it can go through different occupancies, whether it's kind of left to discretion at the treasurer and it gets added to the tax roll at the end. If you put a credit on it, or you put a lien on it or on the property, there's other ways you can do it, but it gets very convoluted in a very legal manner, which will obviously increase the administrative burden on the municipality. Something worthwhile bringing up to the minister if we get to meet. We have, so there's going to be the consultations, and municipalities are all likely going to be consulted on it, and those are the things that we encourage ourselves, and we will certainly be doing the same on our municipal clients' behalf. And who would cover the cost of trying to recover the money if they close before 6 years? Through the mayor, it'd be, at this point in time, it's going to be difficult to do that. I'm sure there's going to be a mechanism that would have to be in place in order to ensure that doesn't occur. Could we ask a letter of the bank, or do you call that, the letter of a warranty of payment? Well, through a letter of credit process. Yeah. To me, then that'd be the opposite of giving a 6-year payment plan, because then they would have to have all the entire funds up front, which would then it would kind of defeat the purpose of paying it over that 6-year or 21-year time period, because your funds would have to be available. Questions that the government hasn't thought of, and it's questions we have to ask to make sure that it's clarified somewhere. That's right. That we don't get caught in this game. That's right. Or that we automatically, once we sign the agreement, that we have a lien on the property. Yeah, but if the property As a guarantee. If the property is sold to somebody else. Yeah, but if there is already a lien on it, it cannot get sold. Yeah, Unless but if we the told contractor that builds a new house, you can't put a lien on it. on the land. So it wouldn't be applied to residential type dwelling units unless it's nonprofit or rental. Yep. So at general single-family detached homes, the payment plan wouldn't apply. It would still be at the time of building permit. Only for your industrial, commercial, institutional, rental housing, and nonprofit housing. But it's something that would need to be clarified, because we have to have some protection. Absolutely. Yep. And for us, for the city, we're used to getting that amount up front, no matter what. Mhm. So that means now the amounts get spread over 6 years, which is going to hurt us when we cash flow management for our DC charge account when we do projects and stuff. After 6 years, when everything is rolling, and then it'll be back to normal-ish, but for the first 6 years, it's going to be tough on small municipalities. Defensively. Through the mayor, that's an excellent point, and something that we've, again, raised through our initial letters to the province, and that's something that we may need to consider to build in through this process once we get a bit more information into the actual calculation of the rates, because it will impact your ability. Once the funds come in, it'll be spread over a much longer period of time, and that means your funds aren't available to carry out the projects which you're anticipating at that particular time. Did you get any answers from the roads? What do you think? Well, Doug's on that 5-month policy right now. That's right. Must be something that's catchy. So the third point here is when the development charge rates are determined. And then again, this is a bit different than when it's actually payable. So development charges payable are generally determined at the issuance of your first building permit. At this particular time, development charge amounts would actually be frozen on the date of your application as it relates to your site plan control or your zoning or your rezoning application. So if none of those applications exist through this process, it would continue to remain payable, and the rate will be determined at the time of your building permit. So, for example. So again, that's another cash flow issue, because when we build like fire stations or whatever, we build it over the 15-year period at a certain cost. Now we're not even going to be getting that amount because. Yes. Yep. Right. Yeah, so effectively, if you have a rezoning application today, that rate that's currently enforced at this particular time would be enforced when they actually pull their permit in, let's just say, a year from now. So we're going through this process, and the DCs potentially have the opportunity to increase. The developer would pay the rate that was enforced now prior to the increase being implemented in future time. So it does give the development community a sense of
predictability in terms of their pro formas when they go through the development process. On the converse, on the municipality side, they are collecting revenues at different time points at a lower rate. And then again, to the councilor's comment, it will create again kind of a cash flow issue in terms of when the collections are made. We don't know particularly at this particular time if there's going to be a regulation around prescribing a maximum time period between your site plan and rezoning application to when you can actually pull a permit, to avoid that you have a rezoning application in now and in 10 years from now you pull a development charge permit, or a building permit, and paying your DCs at the rate it was in force 5 to 10 years ago. So we would hope that there's again some time period that we would put in by way of regulation to enforce that. Yeah, because some companies would come and then wait 3-4 years before they do anything, and then for another 6 years, it would be at a rate that would be like, like 8 Yes, years. and which we agree is just fundamentally not correct. The capacity that's at the time in 6 years from now is much different than the servicing capacity that's available at the time of the application. So that's certainly a concern, and there is, to acknowledge the province, there's in the explanatory notes some allusion to the fact that this might come to fruition, but we don't have any particulars at this particular time. And hopefully, again, by way of regulation is clarified. So just in terms of some services that were previously eligible for recovery. So what we have here is a table that looks at just 2 columns, 100% cost recovery services, ranging from your protection services, services related to a highway, engineered services, and transit services. On the right side is your 90% cost recovery services. Effectively, there's discounted services under the Development Charges Act, which you cannot fund 100% of the cost for. There is a statutory 10% discount that has to be funded from your tax base. And those are all the ones in that column, from library, parks and recreation, land ambulance. Those are all considered to be your discounted services. As of kind of prior to Bill 108, this is the regime in terms of the way development charges were collected for. What the movement to now under Bill 108, there's going to be a shift in what's actually services that are eligible for recovery. So what that means is that only those hard services, those 100% eligible cost recoveries of protection services and your engineered services will remain under the Development Charges Act authority. With that said, waste diversion and land ambulance, which are in the right column of 90% eligible services, will now move into the 100% eligible service category and remain under the authority of the Development Charges Act. The remaining service categories, your soft services, are being entirely removed from the Development Charges Act framework. So what that means is going to be a new authority proposed under the Planning Act, which would allow for municipalities to fund library services, parks and recreation under a community benefits charges bylaw. And that community benefits charges essentially now becomes that vehicle to fund your soft service development charges component. So everything that is put aside right now would move into that special. All the service categories that are 90% would move into a new community benefits charges bylaw. So they'd be removed from the Development Charges Act. So how would the city actually go ahead by collecting that soft service, whatever it is there? Got that on the next slide. So what that does now, so I guess a couple things. So your community benefits charges is imposed by bylaw. It's going to be your new Section 37 under the Planning Act. And again, that CBC, it replaces your soft service development charges, the old Section 37 contribution, so any density bonusing negotiations that were allowed for, and your Section 42 parkland dedication. So you can't ask for parkland dedication and impose a community benefits charges bylaw. It can only be one or the other. So everything is rolled now into one charge. That charge specifically is going to be levied on the basis of the land value of that development site. So there's going to be a prescribed land value percentage which would be applied to those sites, and that revenue collected from the land value of that site would be used to fund your soft service component, which were under the Development Charge Act regime, now under your community benefits charges. So I know this is new for everyone, but has someone figured out
financially speaking, if we're going to be, if we're going to have a second way of getting funding through, are we going to end up overall with the same pot of money, or we're going to go less? I think we're going to go less. It's a very convoluted answer. I apologize. Because what was covered at 90% is no longer covered. So are we going to be able to, with what you see in the law, going to be able to get that 90% from the other scenario? So through the mayor, two things. The actual percentage of the land value has not been set yet. So that'll be released by way of regulation. So we actually don't know what the land percentage value is, and whether that land value percentage is applied uniformly across all Ontario municipalities, which inherently is just inequitable, or if there was going to be changes in terms of specific areas. The second component to that answer is that we don't know if it will be revenue neutral or not until we get the land value percentage. The minister has clarified in his letter that his intention with this change is that municipalities do not raise less revenues under the community benefits charges bylaw than it would have under the Development Charges Act. So his letter maintains a revenue neutral situation. To be truthful, until we run the sensitivity analysis in terms of what revenue would be collected from the land value perspective under the new regime, I can't say that with certainty until I see that. But we can only rely on the minister's comments relating to a revenue neutral situation. You got to be ready for us by 2020 when we come along, when our act finishes. So we're going to get into that. Effectively, it does not change for you, and that's a good segue into the next slide here. I guess the only thing I'd just like to cap off on this is that unlike the Development Charges Act, the actual process itself, there's a strategy that has to be done similar. I would imagine it's going to be similar to a DC background study, but probably not as lengthy and formal as what we have. There's no appeal process or right to appeal under a CBC bylaw, at least at this particular time. Any public process isn't mandatory, although the legislation or the bill certainly suggests that it would be kind of welcomed and promoted that way, but it's not mandated like the DCs. So in terms of the transition provisions and how this actually affects your bylaw, which is going to be expiring, and the process that we're actually going through, effectively there's two options for council. The first one is you can continue collecting, and you have the authority to continue collect for your discounted services as per your existing bylaw. So the DC soft services that are currently in place, you have the authority to continue collecting for them up until the prescribed date that the minister will set out by way of regulation. So for example, and hypothetically speaking, January 1st of 2021 is the prescribed date. At that particular point in time, you would have to have a new community benefits charge bylaw in place, or earlier that, but at that particular time, you have to have a CBC in, and your DCs would no longer be able to be charged on January 2nd of 2021. So there will be a date, and you have to comply to that date. We don't know when that transition or how long it might be. I suspect it would be at least a year, but I don't know. So depending on the calculations you come up with, are we really revenue neutral or not, we may or may not be in a hurry to do this second phase with the soft services bylaw. That's a good point. Yeah, it depends on like we would have to, hopefully through the consultation sessions and through our input and as well as the municipalities, that we do come up with a methodology whether that we deem revenue neutral, and I guess that is still the overarching intent by the regulation. That would be an important question to answer. Yeah. The second option that is available for council is to calculate new rates for your discounted services and complete the background information required to support them. So you still have the authority to pass a new development charges bylaw with the soft service component. Although Bill 108 has received royal assent, you have the authority to still pass a new bylaw with potentially higher rates, and those would only again be enforced no matter what up until the prescribed date, whenever that may be. So there's two options from council at this particular time. The rates, or the draft rates that we are going to show you today,
effectively rely on option 1, which is keeping the existing rates under your soft services bylaw in place, and we've calculated new development charges for all the remaining service categories. And that could be a matter of question afterwards, and we can look at Keep everything the way it is now, for the next, but we're gonna have to change it eventually, so why don't we do it right away? the soft service rates only are being kept the same. The hard services of water, sewer, roads, the bulk of your The development charges 100%, yeah. are going to be, the 100% ones are recalculated. Oh, okay. Yeah. So it's a bit of a transition and a hybrid between both. Okay, but the calculation would need to be done eventually anyway, even when it goes to a separate, to the CBC bylaw. It would then, no, you don't have to redo your hard services. Those will remain intact. No, the hard. But your services would general be- services, your yeah. soft services, would just be removed from the DC Act authority, and you wouldn't collect them on a per unit basis anymore. They'd be collected under the new But authority. then the rate can change when we change it into, when we remove them from the DCs. Well, it'd be a completely Yeah. different methodology. It'd be based on land value. So it would have no Okay, relation okay. to the work that we're doing now. That's true, okay. So that's the Bill 108 overview, and we'll get into some of the specifics of the actual calculation of the rates as it relates to the development charges that we have done. So the development forecast, it's effectively on a 10-year planning period from 2019 through to 2028. It's a 10-year planning period, and the information, again, provided in consultation with city staff and the planning department, also relative to some of the forecast work that the city has already done. So just to give a bit of an overview of the forecast and what we're looking at, we have an increase, I guess, over the 10-year planning period of about 1,900 dwelling units, moving to about 11,500 dwelling units by the planning period in 2028. Your census population with that increase of 1,900 dwelling units relates to about 4,300 census population increase. So you're close to about 30,000 people in the city by 2028. What you have under that 4,300 is your population in new dwelling units. That's a very specific calculation for the purposes of calculating a development charge, looking at the people residing only in those new dwelling units. And again, very specific to DCs and not really a relation to any other official planning documents that you may have seen. On the non-residential side, we're looking at employment growth of about 600 new employees over that 10-year period. So by the end of the planning period, looking at about 5,900 employees in total. For the purposes of calculating DC, we look at non-residential building space as a proxy for the determination of the rate. So about 30,500 square meters of new non-residential development or non-residential gross floor area will be constructed or anticipated to be constructed over that period. And that translates your employment forecast to a GFA forecast. So, for the next 10 years, you're forecasting, in order for this calculations to work, you're calculating 190 residential units per year. Correct. Currently, we're at 175 under the current DC. We're not even meeting that 175 currently. We've met it once, maybe twice in the past 4 to 5 years. We're meeting it this The year. only time that we've met that was in, I think it was 2011 or 2012, or something like that, where we had a huge, it was a year or two that was really big growth. But then the council at that time was raising taxes at the rate of 11 to 12% a year, which basically killed everything. So now, in order for the calculation to work, at the numbers we'll look in a few slides, you need to have that 190. Explanation. If you don't have that 190 per year, it means we're underfunding the DC. So There's a 10-year average, isn't it? it's a 10-year average. Yeah. Yeah, and also the way it's And on the 10-year, I'm pretty sure we have the 175. Avec ton montant de 2011-2012 qui était C'est pour ça qu'on le figure sur 10 ans, de ce moyen, ta moyenne est là pour le 175. Tu l'as. T'as 195 cette année, je Ouais. Non, mais pas. crois. Yeah. Construction, we're at 180 something, I saw. Yeah. Yeah, but last year we thought it was going to be a big year too, but then when we had the adjusted numbers, Yeah. That's why they go over 10 it was, years, right? it was below 175. Yeah, but that's why you go over 10 years. Some years you'll do good, some years you'll go
Well, all I'm saying is that the last good year we had was almost 10 years ago. But we still, like I said, we figure it out in 10 years, and on the 10-year one, we have the average. We have the proper numbers. So that's why you got to keep it to 10 years. I'm not questioning the 10-year, using the 10-year average. It's what the industry does when it does the development charge. All I'm saying is, it only works when you have all the variables working for you. True. We don't. We have a friggin' highway that's a parking lot. Oh, we're going off topic right now. No, it's all part of how to calculate how much the DCs would need to go up. Well, Anyways. I'll explain it to you. I guess just my only comment on the actual forecast itself is that the 1900s also, you know, it is on an average basis, but on the 5-year point of the bylaw, where the actual bylaw is enforced, we have used a slightly lower number than that, so that during a cash flow perspective, it is closer to the 175 and 180, and then kind of brought up gradually after that. So we're looking at an annualized or an average basis, yes, but from a cash flow perspective and timing perspective, we are using those numbers closer to the first 2019 through 2024, a lower number than that. And just kind of with that said, you know, I think it's important also to look at kind of the development forecast and the trends. You know, we have the 3 lines here. Our blue line is our census population, our red line is our occupied household growth, and our green line is our place of work employment. Effectively, we're looking at just continuing along the trend line in terms of what we've been doing and where we're going over that period. So we are looking at a kind of a very similar type growth in population, households, and employment as what we've seen in the average over that preceding period from 2006. Many residents are becoming the place of employment because we have more and more people working from home too. So that will, I don't know where you're going to do the calculation for those, where you're going to include them. But there's more, like the government is encouraging, both government, provincial and federal, encouraging the people to work from home. So that's a very good and very technical question, actually. So work at home employment is actually not included in the employment forecast. It's included in the residential forecast. Because the work at home employment doesn't generate any new or net new additional square footage, as it's all part of the residential forecast. So it's actually taken out of our 600 employees that were shown there. So just in terms of our maximum permissible funding envelope. So as I mentioned, there's the historic service level calculations that we need to be cognizant of. They are kind of required for some of the services that we are needed under the Development Charges Act, and we have to be in line with that 2009 to 2018 historic service level, calculated by multiplying the 10-year historic service level with the growth that we're planning. It establishes effectively a development charges ceiling. And for many of the service categories, we can't exceed that development charges ceiling as it relates to areas such as fire protection services or public works. We have a ceiling that we can't do, and it can't exceed that 10-year historic average. So just in terms of our development-related capital programs, they've been compiled in consultation with city staff and input from various engineering firms. The city retained 2 separate engineering firms to provide input to the roads and related capital program and the needs required around them, as well as the water and sewer servicing requirements around it for those. So all the costs related to the hard services here are kind of derivative of those engineering works that identify the needs in the municipality and when those services are required to service new development. Those capital costs, where Hemson has come in, is identified those costs, and we've helped establish and adjust those capital costs in accordance with the development charges legislation. Again, so any grant subsidies, other recoveries, whether it be from developers, are all incorporated and netted off the net DC cost. Any replacement or benefit to existing shares, so shares of the project which are replacing an existing asset or benefiting the existing development, are excluded from DC recovery. 10% statutory discount, although for the purposes of this, in light of Bill 108, doesn't really come into effect anymore, but certainly for any services, if we were to recover for them, it would be. Any available DC reserve funds and any shares of project that benefit development
beyond the 10-year planning period. And that's, again, particularly important for your engineering program, because a lot of the works are being done or needed now to accommodate some of the development that's occurring here, but also a lot of it is going to be required to service development outside of the 10-year planning period, which the DC Act or our window is looking at. Although they're still considered to be DC eligible, but just not included for in this calculation at this particular time. So with that said, we have a citywide kind of gross program cost here of $102.4 million. And that relates to the service categories of fire, roads and related, public works, waterworks, and sewerage works. Again, these are the service categories as they relate to kind of the post-Bill 108 changes and only your hard services to which we're calculating a DC for at this particular time. A couple of things I want to point out here in relation to this graph. So again, this is the total gross program cost. Total cost that's required to in place infrastructure required not only to service the development in this 10-year period, but also development for on the water and sewer side and even the road side to a longer term planning horizon out to 2041. So a much longer planning horizon there. The bars at the top, your blue ones on the slide there, those are relate to your DC collection slide. So of the $102.4 million gross program, $30 million or $30.8 million is related to the DC collections in this 10-year planning period. So we're only covering about 30% of those costs, of the gross costs, are actually allocated and considered to be development charge eligible or development charge recoverable in this planning period. The second very important bar there is your purple bar, which is your post-period DC collections. So there's going to be a significant share of the program, about $41 million, that we're considered to be still development charge eligible and development charge recoverable. Although it's not benefiting the development in this particular planning period, it's going to be considered for recovery in the next planning period and subsequent DC studies. So it can be collected for, although it's not including the calculation of the charges at this particular time. Other components in here relate to grants, subsidies, and developer contributions, which come in to offset the cost of the program. Your tax and rate supported share, which would be a share of the program that would be required, or kind of a co-funding contribution from your tax base or utility rates in order to carry out the program, again, over the longer term. And then any available DC reserves that are on hand for which development has already occurred and you collected funds for are applied towards that program itself. The details of all the projects, again, will be provided subsequently by city staff. So taking that into consideration here, the calculated maximum rate that we've identified is $20,000, or just closer to $21,000 here for a single and semi-detached unit. So the table here looks at the charges differentiated by dwelling unit type, and the pie graph looks at what service categories are being funded from development charges with that $20,981 for a single and semi-detached unit. So, again, this is a bit more complex because you are looking at a bit of a hybrid approach here with Bill 108. So we're looking at the new service categories with which we've calculated a rate for: fire, public works, roads, water, and sewer. And those are all identified in that bar graph or pie graph. We also have the service categories of your general services, which represent the service categories for which they're currently existing in your existing bylaw, but they're brought forward in the calculation at this particular time as a transfer under the transition measures under Bill 108. 75% of the total cost or total development charge that's calculated here is really related to your hard services, your engineered services. Next question might be, how does that rate compare to the rates that are currently in force? I thought more of my next question was going to say, we're not going to be finished soon because we got a council meeting to be finished here. Okay, sorry. I can make it quicker. Thank you. I was told to talk slow. That's a very good point. Should I speed up now? I don't know. Cut some material, but don't go faster. Okay, sorry, there is a lot of material, I apologize. Okay, so in terms of the current rates that are relative to the calculated rates, the current rates for a total urban charge unit that's receiving water and sewer services is just over $16,000. With the rates that we've calculated, we're at just
closer to $21,000. So representing a 31% increase on the total quantum of the total payable charge at the end with an urban service unit. Two components that I'd like to bring to the attention. Your first column there is labeled discounted services. Again, those are all the services that are affected by Bill 108. The position at this particular time is that the rates have not been calculated a new rate has not been calculated, and those rates that are currently in force under your existing bylaw are transitioned and maintained. So there's no change in the rate for those 4 service categories from the current rates to what we calculated. The other categories we have calculated a rate for relative to the capital programs that we have. The largest share of the rate increase is really being driven by the water service category and your roads category. There is treatment plant works that are included in the capital program, which is driving the increased cost and increased development charges associated with your waterworks category. The roads program, again, is going up by about 40% in particular, and that's related to road work and all the other works, and whether it's path works or sidewalks that are included in the capital program. But on a quantum level, total quantum of the charge, it's again 31% of an increase on that rate, closer to $5,000 on the total development charge for a single detached unit. So those costs don't include, I guess, 2 specific service areas of Bourget and Clarence Creek. There is, I guess, from the engineers, they've identified if you wanted to service those 2 particular areas, the servicing cost would be quite substantial, respectively $36 million and $18 million for those 2 areas. Just by way of the gross cost itself of servicing them, not all of those costs are considered to be development charge eligible. There is a significant benefit to the existing community, which would then hook into that rate or hook into that system, which would then have the benefit of now sewer servicing. So those costs are all netted off the capital program, which relates to, as a very draft level and just for an order of magnitude, a pretty significant charge in terms of development charges for those who would connect in or building a unit in those communities receiving sanitary sewer services. In order to recover the balance of the cost from those existing units, the city would likely have to look into calculating a municipal act charge under section 391, which would be for existing units wanting to connect in to the municipal servicing to recover the balance or those share of the cost. They'd almost be applying for a second mortgage. Right, yeah, and again, they would be obviously a very high magnitude as well. But that's, again, probably something that's outside the scope of the DC, but is probably giving you at least some insight as to what would have to be done if you were to proceed along that route. But that would be covered with the DC coming from everywhere in the city. This would be applied only to specifically those service areas. It's a very localized piece of infrastructure. Mm-hmm. Yeah, no, I understand that, but the DCs that would be perceived would be taken from any houses that is being built. No, this would be applied specifically on that specific area. So why would only the people from Clarence Creek and Bourget pay for that when they've been paying all those years to maintain the sewer system and with the DC charges? The sewer system in Rockland is paid by the users of Rockland. No, but the DC charges paid for the grill, for example, and they paid, and the people who built houses in Bourget and Clarence Creek did pay development charges to cover that cost. So why all of a sudden, because there would be development in those areas, only those people have to pay for it? That's not fair. Monsieur le maire, juste pour clarifier la situation, lorsque une nouvelle résidence est construite, par exemple à Rockland, il y a deux portions à la charge. Il y a ce qu'on appelle le citywide. Ensuite de ça, il y a l'eau et les égouts. Donc, seulement les propriétés qui ont accès à l'eau et les égouts payent la portion pour l'eau et les égouts. Donc, les nouvelles propriétés dans Bourget et dans qui n'avaient pas accès, que ce soit à l'eau ou les égouts, ne payent pas pour cette portion-là. Pour les development charges. Exactement. Okay. Pour les development charges. Et en plus, que tous ces fonds-là se soutiennent à même leur taux. Donc, il n'y a rien qui est payé si on n'a pas accès au service. L'argent qui est employé pour, Mme Chouinard disait, le grillage et tout, qu'on va mettre là-bas, c'est sorti de la réserve des les taux qui avaient été payés par ceux qui ont utilisé. Okay, keep going. Okay. So I'm gonna fast track the 3 last slides for you, and then I'll cut it. So
I did, so the only other kind of component to kind of cap off the residential sector is a comparison of these rates relative to some other jurisdictions around you. Relatively speaking, the city of Ottawa, whether it's a rural service charge or a non-rural urban service area, those charges are significantly higher than even the calculated rates that we have in Clarence Rockland, respectively, kind of just low now, upper, kind of higher than Russell Township of that. Just have to keep in mind when we are doing comparison, these are just looking strictly at the development charge rates themselves. The infrastructure requirements, each of the communities are different, and that's really the key driver here, what the costs are and the growth of each community. So we have to take that into consideration, but we do want to put this up for you just to kind of show that comparison, but the infrastructure needs is what's primary here. Do we have any idea what Alfred Plantagenet is doing with area-specific DC charge? Does anyone know what that is? It's just related to the water and sewer service. So just to compare the urban service charges, it's just the water and sewer. I don't think they have a DC charger. Do they have DC chargers? They have DC charges. Like Champlain, it doesn't have. Yeah. Là, je demande la question parce qu'il y a une grosse partie des DC, ce qu'ils payent, c'est pour area spécifique, un peu comme le slide qu'on avait pour Clarence, puis pour nous, puis je me demande c'est à quoi pour eux autres. So just the calculated maximum rate for your non-industrial sector or commercial users and industrial users would be $123.34 per square meter. And again, most of the charge here is really largely all related to your art services and roads, water, and sewer. Similarly to residential, it would represent a similar type increase in around 30-some-odd% from the current charges that are currently in place. Sorry, I'm kind of moving a little quicker now, but. So, even for the water charge, and maybe you should guys best answer that one, I don't know. We're still at least 4 to 5 years away from the major investments we want to do with the network in Rockland, which affects with our contract with Nation. So even though that is still technically one development charge study away, we're still looking at that big of an investment right away in getting it through the DC charge for this round. Correct. Okay. Recognizing that the entire cost of that infrastructure work isn't being funded in this planning period, there's a large share of that project that's going to be funded through subsequent DC studies. So it's apportioned out between the planning period that's benefiting this planning period and what's going to benefit in future DC studies. No, it's just that, we're not going to do anything for, let's say, 4 years or 5 years. Yeah. It's like when we built the fire stations, we're not starting to pay until 2020. It was still part of it was through this development charge that we're currently under, but now we're still one charge away, let's say, and we're going to start right now collecting. So I'm just trying to look at ways to have that charge maybe not as big of a burden on developers for the next round, but I don't know. So just in terms of some next steps here, in terms of cap it off, we're looking to hold our industry consultation sessions throughout the month of July and August, with probably a report back to council in terms of how that all went and what transpired from that, subject to staff discussion. The background study itself would be drafted throughout August and September, made public shortly after that, with the intention to hold a public meeting sometime in the fall. And with the bylaw being passed subsequent to that, in advance of the February 1st deadline, but hopefully kind of before the year end of 2019. Question pour M. Minabella? Thank you very much, sir. Sorry for the length. No problem. That's right, yeah. Thank you. That's right. J'aurais voulu voir la charge si les soft services avaient été inclus. Quoi? Les soft services. That's the Santa list, Mr. Goodman? Non, j'ai plus les ailes,
Avis de motion. Monsieur Zan. 6.1. Je connais bien. 6.2. 6.2. On l'a mis à 6. Ben, le 6. Ah, 6.2, on l'a fait. 6.1, on l'a fait. Ouais. On va aller à 6.2. Même si on obtient le bureau qui ont on n'a même pas de besoin. Monsieur Zan, si vous voulez votre 6.2, Ouais. on vous écoute. Il soit résolu que le Conseil mandate l'administration de revoir les politiques et règlements relatifs aux containers afin d'étudier la possibilité de les permettre dans les zones commerciales à condition qu'ils soient situés dans un endroit discret et que des mesures soient mises en place afin d'éviter toute pollution visuelle. Est-ce que je pourrais en parler un peu plus? Oui. On n'a pas besoin de secondaire parce que... Mon secondaire, Oui. Monsieur Bouchard de le secondé, fait qu'allez-y, monsieur Zan. présentement, il y a les gros containers en métal, là, tu sais, on voit. Ils sont présentement illégaux dans la zone urbaine. Présentement, il y a plusieurs commerces qui en ont, sans permis. Puis moi et certains autres membres du Conseil pensent que demander des retirés serait une attaque vraiment sur les commerçants. Si, par exemple, je peux donner un exemple, puis j'aimerais ça que, je ne sais pas si ça peut être M. Lenhart qui va s'occuper de ce parti. Par exemple, Canadian Tire, il y en a 2 stationnés dans leur territoire magasin, mais dans la partie de jardin. Ils sont cachés, on ne les voit pas de problème. Garage Chamberlain, j'ai nommé, mais c'est un fait. Ils ont 2 containers dans le stationnement à pleine vue de la rue Laurier. Moi, j'aimerais peut-être voir que dans des situations comme ça, que le département nous dise, OK, ben ils ont le droit, mais il faut qu'ils bâtissent une clôture pour les cacher. Comme ça, c'est pas une pollution visuelle en voulant dire que telle chose. Il y a d'autres commerces qui veulent avoir un container parce que leur magasin est trop petit, ils n'ont pas de place à agrandir. Alors, ça leur permettrait d'en avoir un, d'avoir plus d'espace pour... Mais même nous autres, on a des containers. Ah, ben voici un très bon point, M. Simon. Merci de l'avoir amené. Même la ville avait des containers. Il y en avait un gros blanc pour 1 an et demi en arrière qui était contre la loi. Puis il y en avait un qui était à l'aréna Jean-Marc Lalonde également. Alors, ces containers ont été retirés parce qu'ils sont contre la loi. Et c'est pour ça que je demande au Conseil et de l'administration de réviser les politiques pour faire sûr que les commerçants qui n'ont besoin peuvent, mais que ça ne cause pas de la pollution visuelle. Entièrement d'accord, parce qu'il y a des commerces qui en ont besoin. Puis c'est facile d'habiller un container aussi, de le mettre plus présentable. Si on regarde, on a des chip wagons avec des sheds à côté des chip wagons, ça fait dur en Moses. Même eux autres, il faudrait que... Même un certain garage à Clarence Creek qui est sur un coin qui paraît peu qu'un container pourrait paraître, on peut dire. C'est pas de ta faute, là, c'est pas à toi, t'es pas le propriétaire, c'est correct. Mais tu comprends ce que j'essaie de dire. Non, mais c'est ça ce que je dis. Comme, oui, je suis complètement d'accord. Les chip wagons qui ont des sheds, mettre le stock dedans, il y en a qui sont pas bien présentables. Alors, c'est vraiment juste pour demander que l'administration comprenne l'état de certains commerces. À Ottawa, c'est comme ça pour tous les commerces. Tu vas aller à n'importe quel Tim Hortons, tu vas aller, même dans les écoles. Les écoles, en arrière de l'école, ils sont obligés d'avoir tout clôturé, que ça ne paraît pas, puis avec 2 portes qui s'ouvrent pour que le camion puisse entrer. Mais tu ne vois pas du tout les contenants. Peu importe où tu vas. Je pense que la clôture, M. Zan voulait dire, c'est juste la partie où c'est le visuel. Si oui. tu es en arrière d'une bâtisse, puis ça ne paraît pas nulle part, ben là... Oui, c'est ça. Exactement. Si c'est pas vu de la rue... d'une rue principale, c'est pas nécessairement la rue Laurier, d'une rue principale. Alors, c'est ça. OK. Merci on l'amène à la prochaine réunion.
Merci. On donne une directive, tu peux-tu dire? C'est la directive à l'administration de nous revenir avec une étude. Ça va juste être voté à la prochaine réunion. OK. Merci. 6.3, M. Bouchard. Whereas in 2017, major road work was completed on Marquette Street, and whereas most culverts belonging to residents were replaced during this project, except for the residents of 4 and 6 Marquette Street, ça veut dire 6, pas 5. Be it resolved that council authorizes the cost of the culvert to be reimbursed, more specifically on the amount of $400 to Danielle and Brent Goyette, residents of 4 Marquette Street, and an equal amount of $400 to Lise and Laurier Cadieux, residents of 6 Marquette Street. Secondé par M. Cardarelli. Merci, Cardarelli. Je peux vous dire, moi, je m'étais informé. Si tu veux, vends ta salade, premier. Voici à C'est bien le 4 et le 6. C'est le 4 et le 6, puis c'est correct dans le dernier Be It Resolve, c'est juste à une place marquée 4 et 5, là tu marquais 4 et 6. Fait qu'une place, c'est correct. Ben, moi, je vois 4 et 6 à les deux places. En tout cas, en français, mais en anglais, j'ai 4 and 5. Excusez. c'est la claque. Essentiellement, ce qui est arrivé avant d'avoir même le bylaw sur le remplacement des calvrettes, dans ce projet-là de la rue La Salle, Vaudreuil, etc., tout le travail a été fait puis, sur la reconstruction de la rue. Et puis, plus de 80% des calvrettes ont été remplacées aux frais de la municipalité et non aux frais des utilisateurs. Il y a 2 propriétés qui, eux, avaient leur fossé déjà rempli. Donc, à cause que leur fossé était déjà rempli, aucune façon pour la municipalité de faire l'inspection si les calvrettes avaient besoin d'être remplacées ou pas. Cette année, les propriétaires, maintenant, remplaçant leur asphalte dans leur entrée, se rendent compte que les calvrettes sont complètement pourraient et auraient dû être remplacées au même temps. Sauf que la ville, il n'y a aucune façon de vérifier à ce temps-là. Donc, ce que les résidents demandent, les résidents trouvent qu'il y a simplement eu une injustice par rapport à ça. Alors, pourquoi est-ce qu'en 2017, avant le bylaw qui soit passé ici pour le remplacement des calvrettes, pourquoi est-ce que 80% des gens en ont eu une nouvelle et eux l'ont pas eu? Et tout ce qu'ils demandent, c'est le coût du tuyau tel quel. C'est juste ça qu'ils veulent. Au prix de 400 $, ils s'occupent de tous les travaux, etc. Donc, les 2 résidents, c'est rien que ça qu'ils voudraient avoir, c'est d'être remboursés pour le coût du tuyau. Ils font tous les travaux, toutes les connexions, tout est fait avec eux, avec permis, etc. Ils voudraient juste avoir un dédommagement de 400 $. Je trouvais juste quand même que c'était minime, considérant que les autres résidents, eux, ont eu 0 à faire et il n'y a rien qui a été remplacé à ce niveau-là. Donc, je pense que la demande des 2 résidents, c'est pas grand-chose qui est demandé, puis considérant que c'est arrivé avant le bylaw qui avait été dit aussi. Moi, je considère que c'était pas grand-chose de simplement rembourser le 400 $ pour le prix du tuyau. J'ai eu la même chose en 2017, quand on a fait Forest Hill puis TJ. C'était la même situation, puis la réponse qu'on avait eue du département, c'était que si la calverette est inspectée, elle est nettoyée par la municipalité s'il y a des choses de net. S'ils n'ont pas besoin de changer l'élévation, ils ne la changent pas. Ils sont couverts, les fossés, ça peut être inspecté. Tu peux pas, parce qu'il était voilà, couvert. monsieur. Là, ce qui arrive, c'est que c'est à cause que le fossé était rempli chaque barre. La ville ne pouvait pas inspecter. Les gens ont été informés que si on allait inspecter, il fallait sortir les calverettes de chaque côté. Mais on ne les remplaçait pas. Ça, c'était l'entente quand ils ont rempli leur fossé. Fait que les gens ont refusé. L'élévation était bonne. Alors, ils ont refusé de faire vérifier le calverette. Alors, c'est leur problème, parce que c'est eux autres qui ont refusé de faire changer le calverette. Alors, je ne vois pas pourquoi que la ville soit obligée de payer là, quand c'est eux qui ont refusé qu'on déterre chaque côté pour vérifier, parce que vraiment, c'est ça qu'on en a fait. Puis ça aurait été leur responsabilité de remettre les calverettes de chaque côté des ponceaux. Oui, madame. Moi, j'ai eu la même situation pour presque 6 résidences où la même chose s'est produite. Quand ils ont entré l'eau, ils avaient leurs cavettes étaient des anciens là, en métal. Et puis à la longue, ils n'ont pas été remplacés parce qu'ils étaient à la bonne hauteur. Puis à la longue, bien là, ils ont défoncé, puis ils ont été obligés de payer pour. Parce que le nouveau règlement disait que à partir de telle date, ils doivent. C'était avant. Mais là, on est rendu après. Oui, mais après le règlement, il a fallu qu'ils payent la même chose. Je pense qu'on crée ce qui est précédent, des exceptions qu'on n'a pas faites dans le passé. Je ne sais pas pourquoi qu'on en ferait une là. Puis l'idéal, ce serait qu'on aurait un programme pour, à l'intérieur des villages, puis à l'intérieur de Rockland.
qu'on ait un programme où on pourrait donner pour réduire les coûts d'entretenir les fossés, donner un certain incitatif pour que les gens ferment leur fossé, puis que la ville donne un certain montant ou que la ville achète les ponceaux parce qu'on a des meilleurs prix que si c'est le citoyen qui l'achète. On avait M. Dave Dark qui avait fait je sais pas si un fonds, oui, une année, seulement une année. Il y avait un fonds pour remplir des situations d'urgence. Comment c'est ça? Non, mais c'est juste pour dire que ça existait, puis le conseil a voté de s'en Parce débarrasser. qu'on était la dernière municipalité qui payait pour les ponceaux. Et puis, vous vous rappelez, sur les chemins de comté, le comté ne payait pas, nous autres, on payait. Les gens disaient, bien, comment ça fait, je suis dans la municipalité, vous ne payez pas pour le gars là, au bord de la rue, qui est dans une rue de municipalité. Alors, c'est pour ça qu'on a sorti là-dedans. Si on recommence à un oui, l'autre non, on est tout bien garder notre règlement qui dit on paye. Installer l'autre. OK. Fait qu'ils l'ont vu, puis l'ont mis, puis là, maintenant, ça fait. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui quitte? C'est juste un avis de motion. Juste un avis de Un avis motion. de motion. Ça va revenir à la prochaine régulière. OK. On votera dessus. OK. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Non. Merci. À part des comtés unis, il n'y a pas grand-chose. On a une présentation qui se fait cette semaine pour un plan qu'on a vu à FCM à Québec. Et puis, j'ai demandé à des gens, M. Philippe Cormier et puis Ellen va venir. C'est un plan qui va chauffer les déchets. Puis, ça a l'air intéressant. On va voir qu'est-ce que ça donne. C'est le comté qui a demandé de faire une présentation. Oui, fait qu'on va regarder la présentation, c'est intéressant. Semblable, oui, mais les autres sortent un produit du déchet à la fin. Ils chargeraient un tipping fee. Fait que c'est d'aller. On a eu un petit peu d'informations au congrès là-bas, là. Mais c'est pour la présentation devrait nous donner plus de détails sur comment le procéder, le coût. Comme conseil, s'il y a un tipping fee, on est la seule municipalité, je crois, avec une balance. Fait que je ne sais pas comment les autres vont le figurer. Le comté demande une présentation, mais ils n'ont aucun dépotoir. Fait que, Moi, je te conseille, dans moins que les comtés veulent prendre la responsabilité de commencer à ramasser le garbage, je vais problème avec ça. oui, mais on verra. On va voir la semaine prochaine. Sans qu'ils augmentent leur taux de. Oh, ouais, non, c'est ça. Ouais. OK. 9.1. Statut des arrérages de taxes. Monsieur Levert, longtemps vous n'avez pas parlé. Entendu que à la vente des taxes qui a lieu le 6 avril, 2 propriétés n'ont pas été vendues. Que le comité plénière recommande au Conseil d'autoriser l'administration à poursuivre avec l'option 1 et B, tel que décrit au rapport FIN 2019-17, qui permettrait un temps d'affichage plus long avec une agence immobilière. Secondé. M. Grimard, question. M. Levert. Disons, dans une des options qui était d'acquérir les propriétés, est-ce qu'on a quand même fait une étude, disons, à la propriété ici à Clarence, si on l'acquérait, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette propriété-là? Est-ce qu'on a quand même pensé à les options qu'on pourrait utiliser ces terrains? Je pense pas vraiment, moi. Pour l'instant, l'utilisation des propriétés n'a pas été déterminée. Non. Parce que c'est sûr, si on prend possession, on est obligé de détruire les propriétés, les bâtisses là-dessus, j'imagine. Ça, c'est Le plus gros risque qui est mentionné dans le rapport, c'est le risque de contamination. Dans le cas d'une acquisition, Oui. étant donné qu'il y a un risque Il y aurait du potentiel gaz. sous les lois municipales, nous, on est obligé de poursuivre des études pour déterminer s'il y a vraiment contamination. Et s'il y a contamination, il faut inscrire un RACIP, qui essentiellement veut dire que même si on ne décontamine pas, on comptabilise la charge. Donc, c'est un risque qui est quand même énorme, et c'est pour ça que pour le moment, si ce n'était pas une option qui était recommandée. Okay. Dans une des autres options, il me semble que j'ai vu qu'il y avait question de si jamais on vend et c'est contaminé, qu'on pourrait aider avec le prix de la contamination ou quelque chose. Non, Le prix, oui, c'est ça. Si on... Mais la question que j'aurais pour le conseil, puis vous, chez moi, ça peut être une bonne idée, du moins pour la propriété à Clarence Creek ici, de faire les 2 steps de test
l'environnement pour les sols, pour savoir avec quoi qu'on deal avec. Vous m'aviez mentionné plus tôt aujourd'hui, M. le maire, que le propriétaire actuel avait déjà fait faire des tests il y a une dizaine d'années. Oui, parce que les réservoirs avaient été changés. Ça avait passé. Changé de compagnie, ça avait passé. Fait que ça avait passé. Fait que là, Peut-être qu'on pourrait regarder les résultats de cette étude-là. Il doit y avoir des records en quelque part qui montrent que l'étude a été c'est faite. juste, il n'y a pas personne qui va bloquer à ça sans qu'il n'y ait pas des connaissances de cause de ce que le terrain a l'air. Exactement. Ça, je me dis, de manière à l'autre, c'est pas d'étendre la période de vente qui va régler notre problème. Comme c'est là, on ne perdra pas rien là, de l'étendre, de le remettre à vendre avec une agence, en attendant peut-être qu'on peut s'informer si les papiers de l'étude qui a été faite sont encore valides, puis si on peut les trouver. Ça nous donne un temps. C'est un temps limite pour opérer avec ce... J'aimerais juste amener quelques précisions. Au niveau de la vente, on a 2 ans pour dans le fond, le conseil a 2 ans pour décider si on va revendre la propriété. Si la deuxième fois, ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on a encore la possibilité d'acquérir la propriété, ou bien il faut recommencer le processus complètement si on veut revendre une 3e fois. Donc, on parle pour 1 an, on ne pourra pas rien faire sur cette propriété-là. On parle aussi quand même des coûts importants qui s'accumulent sur la propriété. Mais dans le fond, c'est un délai, on a 2 ans en ce moment, depuis avril 2019 pour remettre la propriété à vendre. Si on avait à vendre, ça ne se vend pas, là, on est pris pour 1 an. On est pris pour 1 an ou on a toujours le choix de faire l'acquisition. Regardez pour nous autres. C'est pour ça que je dis, de l'année l'autre, il faut faire les tests de ça. Faisons-le, ça coûte quoi, 25 000 $? Si là, tu es rendu à 115 000 $, Oui. c'est un Clarence, là. Pourquoi on n'essayerait pas, comme vous avez mentionné, peut-être qu'il y a des papiers qui sont déjà là. Essayer d'acquérir ça en premier avant de passer faire une dépense. Moi, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, on avait discuté, est-ce qu'il y a des propriétés que la municipalité peut se débarrasser pour éviter d'avoir des propriétés là, inutilement? Pourquoi est-ce qu'on irait en acquérir d'autres maintenant? Ben, moi, je me dis, si ce n'est pas des propriétés qui sont assez grandes pour créer quelque chose de gros, là, municipal, bien, ça ne donne rien d'acheter une petite propriété pour une... Oui, mais on va investir 25 000 $ dans une propriété qui nous coûte déjà 90 000 en taxes qu'on a perdu. On va être rendu à 115 000. Ça va être bien prochain possible de vendre un petit terrain de cette sorte-là à Clarence Creek pour 115 000 $. Oui, mais quand vous dites qu'on peut acquérir, on l'aurait pour compenser pour les taxes ou il faudrait l'acheter? Là, dans un processus d'acquisition, il n'y a pas nécessairement un prix qui est à payer. Par contre, sur cette propriété-là, en ce moment, il y a 90 000 $ qui est dû sur la propriété. À ce moment-là, aussitôt qu'on l'appartient, il faut la faire évaluer. Donc, s'il y a de l'incontamination, ça vient jouer avec le prix de vente. Donc, on n'est pas vraiment en position de dire est-ce qu'on va faire une perte ou un gain sur la propriété. Mais les taxes qui sont dues sur cette propriété-là, c'est... Ça vient se rajouter au coût de la propriété. On ne paye pas ça à la personne. On doit passer une dépense, mais en même temps, on a un revenu parce qu'on a une belle propriété. Mais c'est qu'il y a vraiment, tout va jouer dans l'évaluation du terrain. C'est à savoir, est-ce que le terrain, en ce moment, a une valeur marchande plus élevée que 90 000 $? C'est pas nécessairement, on ne peut pas vraiment le déterminer parce qu'on ne connaît pas les conditions. Oui, on aurait un terrain, mais ça, on n'a rien qu'on peut faire avec. Tandis que si quelqu'un d'autre l'achète le terrain puis qui bâtit dessus, à ce moment-là, on a des taxes, on a un revenu. Ouais, savez-vous combien que ça va coûter à une personne de prendre ça, de démolir la bâtisse même, après ça, sortir les réservoirs de pétrole qui restent dans la terre, comme c'est là, on parle des gros coûts. Là. Mais ça dépend qu'est-ce qu'ils achètent, ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis si c'est important de s'installer à cet endroit-là, ils vont le faire. Il y en a d'autres terrains qui se sont vendus, qui étaient contaminés. Le monde en a déjà acheté, si ça valait la peine. C'est juste que là, chaque année, on compte le 80 000 monte de peut-être 5, 6, 5 000 $ par année. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On va-tu juste laisser ça de même pour éviter en étonnant? Parce que plus que les années avancent, moins que c'est certain que tu vas faire tu ne feras pas d'argent avec ça. Ah oui, mais si on en dépasse 35 000, c'est pas mieux non plus. Mais on ne peut pas juste laisser ça aller pendant 15-20 ans, espérer que le feu poigne dedans, puis après ça, on nettoie. Ça, c'est... on pourrait faire M. Wilson pour être occupé là-dessus. Un exercice d'entraînement. Oui. Les assurances, on a les assurances. On va continuer à parler en français, ça va. Le porte-parole.
Monsieur Desnoyers. J'aimerais juste ajouter quelques précisions pourquoi la recommandation avait fait comme ceci. La raison à laquelle, la première fois qu'il y a eu le back-sell, c'est certain que vous, le Cameroun, vous avez probablement vu dans les journaux que la propriété était affichée. Par contre, je peux quand même dire que l'affichage était limite. On avait dans les journaux que c'était publié, et puis il y avait un site qui s'appelle Try Target, qui est quand même peu connu des gens qui publient. Donc, ce qu'on propose ici, c'est vraiment un partenariat avec une agence immobilière, et eux vont partager à tout leur réseau de contacts. Donc, déjà là, on a une meilleure vision au niveau de la propriété qu'elle est à vendre. En plus que le délai d'affichage, on prévoit l'augmenter. La raison pourquoi l'étude environnementale, c'est tout simplement pas l'option qui était recommandée numéro 1, c'est que c'est certain que c'est cher, c'est un risque financier, mais pas juste ça. C'est que si l'étude environnementale revient négative, c'est qu'essentiellement, dans ce cas-là, on est pris avec la patate chaude, là, on n'a plus la possibilité de la revendre ce qu'on essaie de faire là, c'est de la revendre à un vendeur qui est prêt à prendre un risque. Mais si on connaît que la propriété est contaminée, du jour au lendemain, on est prêt avec la patate chaude. On sait qu'elle est contaminée. Parce que si on ne connaît pas le degré. Le gamble que tu prends, donc c'est de dire, on va espérer qu'il y en a un qui va être assez game pour l'acheter à 82 000, 90 000. Non, c'est pas ça qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'au lieu que la municipalité prenne le risque, on préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne le risque. Alors, peut-être que ce ne sera pas contaminé, cette personne-là, parce que le risque est là, la valeur de la propriété va être considérée. Alors, à ce moment-là, si cette personne-là dit, bien, moi, je prends le risque, puis il y en a qui vont prendre le risque. Ils vont prendre le risque de l'acheter parce qu'ils se disent, bien, peut-être qu'elle ne sera pas contaminée. Puis, c'est pas contaminé, mais tant mieux, j'ai eu un bon deal. Comme ça peut être contaminé. Mais pourquoi que nous autres, la ville, on prendrait ce risque-là? On n'a pas besoin de le prendre. Est-ce qu'on est obligé de vendre la propriété également à la valeur des taxes ou si on reçoit une offre qui est... La façon dont ça fonctionne, c'est en ce moment, le minimum qu'on peut prendre, c'est 90 000 $. Par contre, vous, en tant que conseil, vous pourriez donner la directive. Écoutez, nous, on est prêt à réduire la valeur de 20 000 $. Puis, dans ce moment-là, on doit trouver essentiellement une source de financement pour ce 20 000 $-là. Mais ça veut dire que le minimum price, les enchères minimum, devient 70 000 pour le 90 000. Ce que je veux dire, c'est que le 90 000, on ne l'a pas reçu. C'est des taxes qui sont en arriérage. Ouais. Bon, si on en reçoit 70 au lieu de 90, c'est beaucoup mieux ou la loi empêche de faire ça? Le problème, c'est que le revenu est déjà comptabilisé. Donc, nous, on a un recevable au niveau de nos états financiers. Donc, si on reçoit seulement 70 000, on a une perte de 20 000. Mais si on ne le vend pas, on a une perte de 90 000. Voilà. Oui, mais ça n'a pas été exposé. Ça n'a pas été dans les MLS. Mais c'est pour ça qu'ils veulent le mettre avec. Ben oui, avec MLS, ça va se vendre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on reçoit une offre inférieure, j'espère qu'on va être approché comme conseil pour dire, écoutez, on a eu une seule offre, je donne un chiffre, 80 000 $. Ça sera à nous, à ce moment-là, de décider. C'est certain que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait reconsidérer à ce moment-là. Le fait qu'on peut juste avoir 2 taxes, par contre, m'inquiète un peu. On ne pourrait pas réagir en prenant un autre an. Par contre, lors du premier taxe, on a eu 0 offre, 0 question sur la propriété. Mais t'as pas bien advertisé. C'est ça. Monsieur Levert. On ne pourrait pas, comme présentement, on est rendu à 90 000, il n'y a pas moyen de radier ça, puis que ça l'arrête de comptabiliser. Si jamais on ne le vend pas, qu'au moins dans 2 ans, ça va être arrêté. Tu fais juste augmenter ton manque inconvénient tous les ans. Et dans le tax roll, c'est ton 6-là. Regarde, chaque année, il faut que tu payes 5-7 000 $. Moi, je suis arrêté. Mais c'est parce que... Oui, c'est arrêté. Monsieur Desnoyers va donner une réponse, là. Essentiellement, oui, on a l'option. Par contre, si on a utilisé 5 à 6 000 $ d'intérêt, c'est un revenu qu'on perd. Donc, c'est soit qu'on le perd tout de suite ou qu'on le perd dans 5 ans. Il n'y a pas vraiment de différence. Moi, je suggérerais de continuer à l'accumuler sur la propriété. Puis, c'est d'espérer qu'elle se vende. C'est pas évident de prendre une décision pour vous, je le comprends, puisqu'on peut pas, il n'y a aucun scénario qui va absolument garantir que la propriété va se rendre. C'est vraiment des options qui sont sur la table. C'est juste que là, si ça ne marche pas tout de suite, il faut attendre 1 an avant de la remettre. Pourquoi qu'on ne descend pas tout de suite le reserve bid de 20 000, puis là, mais qui bid dessus, ça monte plus que... Ah ouais, si tu le laisses au prix que tu es là, au moins tu as de la place pour négocier. Si quelqu'un arrive pour 80 000, il va heureux.
Tu te mets de le laisser à 90 000, mais avoir la place pour négocier après. D'accord. Je sais que t'aimes pas ça, là, mais... Préciser que seulement on ne peut pas négocier en taxe sale. C'est le prix minimum, il est 90 000 ou même peut-être 92 000. Fait que Si on met à 70, le monde peut monter plus que ça. Monsieur Desnoyers, mais tu sais, on ne peut pas faire ça. Oui, on peut. Non, mais il y a confiance. Tu Il y peux a confiance. fixer le prix, mais tu ne peux pas négocier avec quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Le prix à l'avance peut être fixé en effectuant un write-off sur les taxes qui sont à recevoir. Par contre, la décision doit être prise avant que la propriété ait été décidée. Fait que disons qu'on va à 70, puis on a des chances, puis ça monte jusqu'à 90. Oui, mais le terrain lui-même vaut combien? Il vaut probablement au moins ça, 90 000, juste le terrain. Beaucoup de démolition encore. Bien, ça ne dérange pas. C'est un terrain qui est déjà subdivisé. Ça, c'est plus que 90 000. C'est rendu comme ça coûte au-dessus de 100 000. Tu pourrais l'acheter. Non, moi, je suis pas intéressée. Donc, je dis pourquoi je ne veux même pas que la ville prenne le risque. Pourquoi moi, je le prendrais? Je le prendrais encore moins que la ville. Non, mais t'as l'air. Non, mais c'est juste que ça n'a pas vraiment été annoncé. Ça n'a pas été là, partout. Moi, je vous le dis, c'est des propriétés à ce prix-là, ça va s'acheter. OK, mais annonce-les comme il veut. Ben non, il est confiant. Il est confiant que c'est une bonne décision. Il n'y a pas de si confiant que ça. Ah oui. Son nom, Il veut juste s'en débarrasser. Oui, mais on connaît les raisons pourquoi que ça ne s'est pas vendu. Voilà. Parce que les autres. Ben oui, ça ne s'est pas vendu parce que ça n'a pas été exposé assez. Non, parce que Les autres ont été exposés et se sont vendus. Oui, mais un risque sur une propriété, 90 000, il n'y a rien là. OK, on passe au vote, là, parce que... Moi, je vote. Qui est en faveur qu'on laisse Frédéric faire ce qu'il veut? Moi, je propose un amendement qu'on l'annonce à 70. Je vais seconder ça, mais... En faveur? C'est moi, je veux juste que vous réalisez qu'en effectuant ceci, c'est essentiellement vous faites une dépense de 20 000 $. C'est ça. C'est ça. On doit... Pourquoi pas s'essayer à 90 000? Même si on a un an, on est prêt avec quand même. Fait que quand même, on regardera un petit peu plus longtemps. On l'essaye à 90 000? Il achète à l'enchère, il peut monter jusqu'à 90 000. Mais non. Mais après ça, il faut attendre un an, c'est Attends ça? un an après. Ouais, non, ouais. Là, ça serait plus 90, ça va être peut-être un entour de quasiment 100 000. Voilà. Ben oui, mais les valeurs montent aussi. Alors, la valeur de la propriété monte Dans aussi. un an, C'est proportionnel. Bon, écoutez, monsieur le maire, c'est vous qui dirigez. On peut voter sur celle-là, puis si ça passe pas, ben, on fait une proposition pour l'autre. On vote sur celle que Frédéric a apportée, nous demandant de le mettre à 90 000 et de le mettre en publicité avec des arrêts. Qui est en faveur? 1, 2, 3, 5. On est là. C'est bon, ça. Et voilà. Bon. Mise à jour de la revitalisation de la rue Laurier. Monsieur Zan. Ben, les plus gros, Carl. Que le rapport FIN 2019. FIN. Non, ça dit FIN. INF. Je suis pas aveugle de ça. Parce qu'il lit la même ligne. Mario. Fait qu'il soit capable. Hein? T'es pas dans le bon. C'est là-dessus que j'ai cliqué. 9.1. Non, attends une minute. T'es à 9.3. Allez-y, M. Cardonelli. Que le rapport INF 2019-25 qui vise à faire une mise à jour du projet de revitalisation de la rue Laurier soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Cardonelli. Question? En faveur? Merci. 9.3. M. Bouchard. Que le rapport FIN 2019-023 qui vise à présenter la liste des contrats supérieurs à 50 000 ayant été octroyés par l'administration pour la période du 15 avril au 31 mai 2019 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Simard. Question? Oui. Puisqu'on a parlé, Frédéric, pour les prochains, quand les projets vont être terminés, si tu peux juste mettre une colonne qui dit vraiment les coûts réels que ça va coûter, puis si on a acheté faire des économies sur le projet ou quoi, ça serait pas. Absolument. C'est juste que le but du rapport, c'est de présenter l'octroi de contrat. Donc, un projet sur cette liste-là ne sera jamais nécessairement terminé.
À la fin de l'année, en théorie, ces choses-là devraient être finies. Le but du rapport, comme je dis, on présente l'octroi du contrat. Donc, ces contrats-là ne vont pas revenir sur le prochain rapport. Les seuls qui vont revenir sur le prochain rapport, ça va être les nouveaux octrois dans la deuxième partie de l'année. Mais à la fin de l'année, on devrait avoir un rapport qui rassemble les projets qu'on a faits. Donc, soit ceux-là ou bien les autres. Right? Donc, ce rapport-là, M. le maire, se retrouve dans le budget essentiellement. Tous les projets qui prévoient être terminés, les projets qui WIP, c'est tous des documents qui se retrouvent dans la partie budgétaire. C'est à ce moment-là qu'on peut retrouver s'il y a eu une économie, une perte, s'il y a eu une économie sur un projet en capital. M. Lennart? Non, excuse-moi, c'était... OK, M. Lennart? Oui. Tout le monde en faveur? Merci. 9.4. M. Catalani? Que le rapport numéro aménagement-19-44-1 qui souligne les politiques applicables pour des rénovations ou reconstructions d'une maison située sur une plaine inondable relativement au règlement de zonage soit reçu à titre d'information. M. Vendée? M. Bouchard? Question? M. Lennart? C'est 44.1 ou 45.1 qui est la 100-year flood? C'est 45.1. C'est 45? Oui. Moi, ça fait 44. It's called a 2-year flood. Parce que tu as historic level, puis tu as 100-year level. OK. Historic level, c'est 44.1. 100-year level, c'est 45.1. Dans l'exemple numéro 3, qui est spécifiquement pour nouvelle construction dans un vacant lot, pourquoi que, avec tout ce qu'on sait maintenant, puis les chances de répétition, pourquoi qu'on autoriserait d'avoir une nouvelle construction sur un lot vacant versus faire comme la dame qui était ici, il y a peut-être 2 meetings passés, qui disait, elle va démolir son chalet, puis elle va juste avoir une roulotte, puis elle demande un changement de zonage. Je n'ai pas de problème avec ça. Tu as un lot, si tu as besoin d'un changement de zonage de quelque sorte pour être capable d'amener une roulotte saisonnière que tu vas enlever à l'automne, pas de trouble. Mais pourquoi qu'on se taperait le trouble d'avoir une autre maison dans une plaine inondable quand on sait ce qui se passe dans l'eau? Je comprends pas. Est-ce qu'on a la capacité comme ville de dire non, ou est-ce qu'on est pris avec la législation provinciale qu'on n'a pas le choix? Moi, je regarde plus ça sur les maisons qui veulent. Il y en a une dame sur Pago qui a dit qu'elle n'était pas pour déménager sa maison plus loin et plus haut. Ça, c'est un permis qui devrait être considéré. Puis la laisser, elle est déjà là. Mais de créer une nouvelle, de pourquoi donner la créer, permission de construire dans une zone inondable. On a des lois qui disent, M. Lennart, il y a des lois qui disent qu'on n'a pas le droit de bâtir sur une plaine inondable. C'est des Non, M. le maire, l'exemple numéro 3, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un peu plus compliqué. C'est que c'est un overlay et non un zonage. C'est pas un zonage plaine inondable, c'est un zonage résidentiel avec un overlay inondable. Tout ça pour dire, c'est que tu pourrais rendre ton terrain non inondable. Si tu lèves ta maison à cette élévation-là, tu pourrais lever ton terrain aussi, et tu ne deviendrais plus dans une situation où tu es dans la plaine inondable. Fait que si le lève à 45,1 mètres, à ce moment-là, ça les rendrait plus dans une zone inondable. Justement, mais il y a d'autres choses. Donc, il y a des ouvertures qui doivent être au-delà de la fondation-là. La fondation, elle doit être sans entrée, oui. Il y a une nouvelle maison sur Wilson qui s'est construite juste avant la fin de la rue. Donc, en rencontrant ces critères-là, tu serais considéré plus dans la plaine inondable, plus le chemin aussi, hein, que le chemin soit une certaine élévation. Oui, donc là, c'est que la rue devrait être à un maximum de 30 cm plus bas que cette élévation-là pour être considéré comme un axial. Ça, c'est un peu plus dur à mettre à réglementer tout, là, surtout quand tu as des rues qui sont privées. Donc, vraiment, c'est comme l'accès municipal doit être. Donc, nous, on doit créer un accès qui rencontre ça. Quand c'est privé, c'est un peu plus difficile. Mais vraiment, c'est ce que nous, on dit ici, c'est que l'exemple numéro 3, un nouveau lot vacant,
où il y aurait une construction comme ça. Pour la rendre non dans la plaine inondable, il devrait avoir un accès qui rencontre cette concentration. Parler de rues privées, mais présentement, les rues privées qui ont été inondées, on est en train de payer là, quand même pour les réparer. Alors, ça ne fait pas tellement de différence. Alors, pourquoi qu'à un moment donné, quand ils ont des problèmes, c'est la municipalité qui paye pour réparer le chemin, mais par contre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est une rue privée. Ils ne peuvent pas avoir les deux, là. Oh, mais c'est ça, si c'est une maison neuve, il exigerait que le chemin soit à 30 cm en bas de rue. Non, mais c'est ça qui dit que c'est plus dur à faire parce que c'est Ouais, pas un chemin municipal. Parce que c'est un chemin privé. C'est tout. Ben, c'est pas le seul critère, comme ça, c'est un des critères. Parce que si on n'a pas le pouvoir de pouvoir exiger que le chemin soit d'une certaine façon, mais qu'on est obligé après ça d'aller réparer les dégâts, je trouve que c'est pas correct. Ça marche pas. Donc, une nouvelle maison sur un terrain qui est vacant, c'est ce qui est dit. La voisine, exemple, c'est des existing non-conforming, donc ils sont légales, ils sont déjà des terrains créés, ils ont déjà un accès qui est plus bas. Je dis la voisine comme exemple, mais il y en a d'autres. Mais c'est là où celui-là il rentre dans ce critère-là. Donc c'est vraiment une nouvelle construction sur un terrain vacant qui est dans la plaine inondable pour pouvoir construire, mais qui n'a jamais eu de bâtiment dessus, qui n'a pas de legal non-conforming pour construire une nouvelle maison. La seule façon que ça pourrait être fait, c'est si la maison est là l'accès, elle est élevée à cette élévation-là, qui le rendrait plus dans la plaine inondable, qui serait plus considéré dans... C'est pas seulement que le long de la rivière. Vous prenez dans l'entour de Saint-Pascal, les plaines inondables à l'entour du lac Cobb. C'est des chemins privés, là? Parce que voisine est privée, mais... Les élévations sont c'est pas privé, ça, c'est des chemins publics. C'est dans l'élévation est différente. Par contre, le 45 c'est spécifiquement le long de la rivière. C'est juste les gens, autant de notre communauté, Clarence Rockland, qu'environnant, puis les autres gens comme dans de la province, ils se disent, OK, on comprend, on sympathise avec les gens qui vivent dans ces situations-là, mais allez pas encourager d'autres développements. Si le gouvernement provincial se retourne de bord et qui dit à un moment donné, OK, enough is enough, on ne paye plus ces affaires-là aux municipalités. Là, c'est nous autres qui en dehors pour ces choses-là. Mais c'est juste ça, moi je veux juste faire certain que ce qu'on va demander, si ça passe, c'est que il n'y ait pas de risque à la municipalité pour ça en dehors pour de l'argent à réparer des choses parce qu'on a permis d'autres constructions. OK. Autre question? Mais moi, je veux juste être sûr qu'on a le contrôle sur, même si c'est une rue privée, qu'on peut exiger là, que le chemin soit au moins 30 pieds, à 30 mètres. Alors, encore là, vraiment la sélection, si c'est un dos vacant, il faut pas... C'est un dos vacant, je pense toujours que c'est un dos vacant. Là, oui, même si c'est une route qui est privée. Oui. Okay. C'est comme un driveway, un accès à une maison, même si c'est pas une route privée, mais c'est juste un driveway, ce serait la même condition. Okay. Tu vas avoir accès au terrain. Tu es en train de dire en ce moment que si jamais il y avait un lot vacant, on va prendre voisine parce que c'est bien connu, une personne qui voudrait bâtir une nouvelle maison sur un terrain vacant, il faudrait élever la rue voisine à 30 cm du 45.1 s'il voudrait se construire, c'est ça que vous nous dites. Donc ça rend impossible la construction. Ça, c'est un des critères. Là, tu pourrais, il y a des dérogations, il y a des choses de ce genre-là qui pourraient venir en compte, pour faire des exceptions. Mais si on reste au niveau de la politique de notre plan ciel, c'est ce que ça voudrait dire. Okay. La rue voisine, c'est une rue privée, fait que c'est des gens qui appartiennent à la Non, je sais, on pourrait parler de Wilson qui a certains endroits. Ça n'a pas de différence. Peu importe privé ou public. Ça n'a pas de différence privé ou public. Donc, si on voulait autoriser la construction, ça serait à nous à élever le chemin à 30 cm du 45.1. Ben, pas nécessairement à nous le faire, ce serait à la personne qui veut se construire à le faire. Okay. Par contre, comme je disais, là, il peut y avoir des dérogations qui pourraient être faites si ce n'est pas faisable. L'idée ici, par exemple, c'est de réduire cette possibilité-là. Que quelqu'un se construit une nouvelle maison dans une plaine inondable et qu'il n'y a pas d'accès. Parce que là, si ça inonde, on ne peut pas se rendre pour comme qui ont perdu leur gaz pendant plusieurs semaines. On essaie de trouver des meilleures solutions pour aider les gens. C'est ça. Il y a un des messieurs qui m'avait demandé pourquoi la ville ne monte pas notre chemin. Ils ont pu le monter, mais c'est vous autres qui vont avoir la facture. Concluons ça. C'est OK. OK, tout le monde en faveur? Merci. 9.5, M. Bouchard.
Que le comité plénière recommande au Conseil d'approuver le règlement 2019-62 pour assumer la subdivision La Violette-phase 8, plan 50M-292, soit la rue Charon à Rockland. Secondé. M. Simard, question? Oui, moi j'ai une question. Comment ça, c'était pas fait avant ça? Parce que déjà, beaucoup de maisons qui étaient déjà existantes, là, ça fait comme plusieurs années que ça a été bâti. Je comprends pas pourquoi que c'est seulement maintenant qu'on en prend la responsabilité. Écoute, il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas transférées. Ça, c'est une section quand même assez neuve. C'est pas si vieux que ça. Ah, c'est cette partie-là est plus neuve? Ouais, OK. Ouais, mais une fois que c'est tout terminé, ils ont des choses à rencontrer pour pouvoir que ça soit transféré à la ville. Okay. C'est à l'autre bout, dans le fond. C'est ça. Faut-tu que tous les lots soient vendus avant que ça soit transmis à la ville? Non. Pas nécessairement. En tant que le chemin est fait puis les services. Ça rencontre les normes de OK. la ville. Puis on fait leur deuxième couche d'asphalte. Oui. OK. Tout le monde en faveur? Merci. 9.6, Mme Chouanière. Qu'il soit résolu que le Conseil recommande au Conseil municipal d'adopter un règlement visant à établir une liste qui priorise les offres de services des firmes d'ingénieurs retenues pour leurs services professionnels tels que recommandés. Secondé. M. Bouchard, question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.7, M. Lalonde. Le document intitulé Capital Project List 2019 611 soit reçu à titre d'information. Secondé, M. Cardelli. Question, Mme Chouanière. Helen, I've noticed that for the sewers in Bourget and in Clarence Creek, it used to be work in progress, and all of a sudden it's on hold instead of work in progress. So because we voted 2 years ago, we voted to have an assessment done so that like go on tender just to have proposals of what kind of systems could be done, you know, because I know it's not going to cost 88 million, you know, and so with those new systems now, it's really much cheaper now. So I don't know why it wasn't done because it was approved by resolution, but it wasn't done. It's been postponed, and all of a sudden now it's on hold. So I want to know why. So because je parle en français. Oui, en français, oui. D'abord, c'est parce que c'est rattaché avec l'ICI, le processus d'ICI. Donc, c'est en pause comme cela. Une partie, une composante de ça, c'est la partie de développement. Ça a été présenté là aujourd'hui. Donc, ça a un impact sur ça. Suite à la décision qui va être prise au niveau du Conseil, ça va nous donner nous diriger dans une direction par rapport à ce qu'on fait avec le projet pour aller l'avant. Alors, quand c'est on hold, ça veut-tu dire que les redevances ne sont plus accumulées, s'accumulent plus maintenant? Non, pas comme c'est là. Ça veut dire que nous, on attend que ça soit terminé pour qu'on procède avec le projet, si on procède avec le projet. OK, mais l'argent continue à s'accumuler dans les redevances. Oui, c'est plus notre gestion du projet. OK. Puis le fait qu'il y a, ça dit 500 000 dans un puis 500 000 dans l'autre, mais les coûts sont presque un et la moitié, un peu moins que la moitié même que l'autre. Clarence Creek va coûter beaucoup moins cher que Bourget, mais vous avez mis le même montant pour les deux, je ne comprends pas. Donc le 500 000, ça a été fait originalement dans l'étude de redevance qui a été faite en 2015. Puis c'était pour commencer des études sur ce genre-là. Okay. À ce moment-là, on n'avait pas le coût que ça allait coûter pour soit Clarence Creek ou pour Bourget. Là, ce qui a été présenté, c'est suite à l'étude qui a été faite, suite aux discussions qu'on a avec le consultant. Fait que c'est pas avec un système d'aller connecter avec Rockland, c'est vraiment un système indépendant. OK. Fait que là, maintenant, vous avez plus de détails, ça va être ajusté dans la prochaine étude. Vous avez vu là, comme l'impact ça va avoir sur, si jamais vous voulez aller de l'avant avec ce projet-là dans Cancheville ou dans Bourget, l'impact ça pourrait avoir sur la redevance, le prix de la redevance pour ces projets-là. Donc là, la question va redevenir, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez qu'on continue à explorer à ce niveau-ci ou est-ce que c'est... Mais tu sais, Limoges ont des égouts maintenant, le Wendover a des égouts. Je veux dire, si nous autres, on ne le fait pas, là, on va tout perdre les gens. Là. Les gens vont aller s'installer ailleurs, puis les entreprises vont aller s'installer ailleurs. Il va falloir faire des choix un peu plus sensés à un moment donné. Je pense vraiment que le but de ça, c'était juste de pouvoir
constater l'impact que ça va avoir sur les redevances, puis prendre ça en considération aussi avec, pour avoir une directive, si c'est quelque chose qu'on peut continuer à être d'avant avec, ou si c'est quelque chose qu'on met de côté. Donc, c'est vraiment ça qu'on fait pour... Mais avec les coûts, Mme Chaudière, il faudrait bien informer à la population pour voir s'ils sont intéressés, bien qu'on ait le vrai coût par maison. Mais c'est pour ça qu'on avait demandé, il y avait une résolution qui avait passé, puis le budget avait été mis pour le faire dans le budget, puis on était supposé d'aller en appel d'offres pour demander à différentes compagnies de nous proposer des systèmes. Quel système qui serait le mieux pour... Puis là, on aurait eu quelque chose de concret. Parce que de faire juste une étude par une entreprise, c'est pas nécessairement le meilleur système qu'on va avoir là. Et alors, ça serait plus compétitif si plusieurs compagnies pouvaient nous envoyer des propositions. M. Lalonde? Le projet des sites de dépôt à neige, je sais qu'on a parlé au budget, puis on a regardé présentement à 2, puis peut-être, mais j'imagine qu'à un moment donné, ça va revenir au conseil pour faire avoir ça. La seule chose, c'est que là, notre dépôt à neige, comme c'est là, en théorie, par la fin de cette année, il faut avoir notre nouveau dépôt à neige, parce que celui qu'on a, je pense que c'était la dernière hiver avec, si je ne me trompe pas. Tu parles de ça à Rockland? Oui. Oui, c'est définitivement quelque chose qui va revenir au conseil. Puis on va présenter des options. Okay. Parce que je sais qu'on a besoin des approbations du ministère, ces deux petites choses-là. Fait que ça, c'est jamais vite. Oui. On va vous présenter une option. On est en train de considérer les options, tout ça. On n'est pas prêt là, pour présenter ça à ce point-ci, mais on va vous ramener quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres discussions qui se passent dessus, là, mais il ne faut pas l'oublier, celle-là, parce qu'elle n'a pas coûté cher. La ligne 21, l'aréna Jean-Marc Lalonde. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles bientôt sur des options de réaménagement/développement? Où en sommes-nous? Je sais qu'il y a eu un 110 000, mais on continue d'entretenir cet édifice-là. C'est une bâtisse qu'on veut garder et qu'on veut transformer. Alors, je voulais juste avoir une idée des délais. M. Boucher? Présentement, on fait le strict minimum. Ce n'est pas une priorité dans nos projets. Parce qu'on a plusieurs projets sur la go. Puis ça fait plusieurs fois qu'on l'emmène devant le conseil municipal. Puis au budget, vous avez laissé le 110 000 pour garder ça strict nécessaire pour qu'on puisse opérer seulement. Fait que, oui, on est supposé de revenir au conseil avec d'autres options. Par contre, les options sont limitées selon les directives qu'on a reçues. Est-ce qu'il faut redonner une directive? Quand on va arriver au budget, ça va être le temps de regarder qu'est-ce qu'on veut donner. Au budget, ça va être le temps de payer un autre 100 000 pour une autre année. Au budget, c'est ça qu'on a donné. On a donné 110 000. Non, je comprends. Je le ramène parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on décide soit d'investir ou de prendre une décision qui va la laisser comme ça. C'est en ce moment, on nous a amené des suggestions qu'on a dit non, on veut d'autres suggestions. Fait que ma question était simplement, quand est-ce qu'on va nous ramener des nouvelles suggestions comme on pensait à Hawkesbury qui ont transformé l'aréna en une salle multisport, multiservice. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des options pour dire, bon, ben, on réinvestit ou on décide de faire autre chose? C'est simplement ça ma question. Je pense que l'école le prend souvent. Si tu veux une place d'aller voir, tu es revenu pour nous aider là-dedans. C'est pas ça que je demande. Je demande que, puis je suis complètement d'accord avec vous, ça veut dire que si on lui donne une nouvelle vocation, peut-être que les écoles vont continuer, peut-être qu'il faut tenir ça en ligne de compte en faisant les nouvelles. Mais moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe à un moment donné, qu'il y ait une décision finale qui soit prise. On avait même dit, ben, ces options-là, on les aime pas. Il y avait, je pense, de rapetisser la surface, mettre le garage. Si on a dit non, on a dit ramenez-nous d'autres options. On avait parlé de différentes options. Des salles comme Hawkesbury, on a vu. Et ben, il n'y a rien qui revient. Fait que je veux juste faire ça, que c'est toujours dans les plans. Je sais qu'on est tout occupé, mais même année, il va falloir. La dernière directive, M. le maire, c'est de garder le statu quo, prenez 110 000 et faites ce que vous pouvez pour la maintenir à aller jusqu'à temps qu'on prenne une décision. Je pense comme c'est là qu'on peut peinturer pour arrêter la peinture de plomb. C'est ce qu'on a fait, je comprends ce que M. Guimard dit pour que la décision soit prise. Par contre, on va avoir besoin d'une directive. On va revenir avec des options, mais ça va être des options toutes quand même. Il va y avoir un trait à ça. C'est sûr. Tu vas revenir à l'automne pour ça ou quand on va revenir? On va revenir pour le budget, c'est certain. OK. M. Bouchard. Ben moi, très clairement, j'avais pensé qu'on avait demandé aussi d'avoir un prix pour démolition, de savoir ça coûterait combien de la faire démolir ici. Alors je pensais ça avait été clairement indiqué ici. OK.
OK, juste pas été, parce que moi j'ai pas vu encore parce que l'autre discussion était aussi avec le conseil scolaire aussi, projet de don qui existe, il y a des discussions comme ça qui étaient pour procéder, mais M. Lalonde avait parlé des conversations que lui aussi avait eues avec les gens, donc il y avait des options par rapport à ça qui peuvent avancer. Ben, oui, il y a le conseil scolaire ou peut-être même le YMCA. Si c'est pour être un multi Pas d'argent aussi. Mais, M. le maire, je me demande si c'est le temps de donner une directive. On a reçu la directive, on va vous revenir au budget. Au mois d'août, tout de même. Tout de même de nous revenir avec quelque chose au mois d'août, M. Boucher. Il est en vacances au mois de juillet aussi. Si on lui a donné une directive de garder ça statu quo, c'est à nous à faire une nouvelle on a fait en même temps, on a dit statu quo, mais revenez-nous avec des options, d'autres options que c'est pas un garage. Peut-être que je suis seul qui se rappelle de ça. Non. Alors, je sais pas, peut-être que ça a mal été communiqué. Je vais retourner les directives, puis je vais revenir avec un rapport à titre d'information. Merci, M. Boucher. Tout le monde en faveur? Merci. Service de protection 9.8, M. Grimard, s'il vous plaît. Que le rapport numéro Pro 2019-17 au sujet des statistiques mensuelles pour le mois de mai 2019 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Simard. Question. M. Lalonde. Just a general comment. 8 inspections in 1 month. We need to step these up. Pure and simple. Because right now we have one person who's doing that, but I don't see enough of an output to be blunt. That's it. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.9. Carte de la vie. Que les statistiques mensuelles du département de la construction soient reçues à titre d'information. Secondé. M. Dallaire. Question. Tout le monde en faveur? Merci. Autre item, s'il y avait des questions? Première. M. Grimard. Juste un rappel, je sais que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, sur l'avenue des Pins, dans le quartier 3, les résidences qui sont du côté sud, ils ont un terrain qui va en pente montante vers le village Morris. À chaque année, on coupe ça 2 fois par année, juste faire sûr que c'est pas oublié. Non. Normalement, la première est faite à l'entour de cette date-là. Merci. Suzanne. Monsieur Lenhart, pour les sacs de sable, est-ce qu'on est rendu où là-dedans? Pas sur la question. Ben, en fait, on avait été pour un contrat. On lui donner un contrat. Est-ce qu'on pense ou septembre que les sacs ont été dans le contrat, on l'a reçu, ça fermé vendredi. On a commencé l'évaluation aujourd'hui. On va être en mesure de revenir au conseil. Ça va être pour vous informer. Donc, oui, mais OK, c'est peut-être pour nous informer qu'est-ce qui est arrivé. Là. On imagine que ça va être fait durant une directive du conseil. Mais on imagine que ça va être fait bientôt. Ben, comme je dis, là, on les a reçus vendredi à 12h. On les a déjà tout évalués aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que cette compagnie-là n'attend pas juste pour nous autres. Je sais qu'ils sont occupés. On a déjà eu la directive du conseil d'engager la firme qui allait rencontrer les critères, donc on ne revient pas au conseil pour une directive. Non, c'est pas ça que je demande. Eux autres sont occupés. Même s'il a dit, OK, quand est-ce que vous êtes capable de le faire, puis s'ils reviennent au mois de septembre, on va être capable de le faire, ça va causer un peu de Ça fait partie des critères de soumission qu'on soit capable de répondre quand on va faire. C'est beau parce que j'ai beaucoup de plaintes, puis je comprends le montant de sac, mais en 2017, ça a été fait beaucoup plus vite. On l'avait fait, je pense que c'était in-house. C'est le conseil qui a décidé d'aller ça. Non, je sais, mais... L'affaire est, c'est que la dernière fois, on a dépensé 350 000, puis le monde sont plaints qu'on avait pris un contracteur pour faire la soumission. Soit ici, on a répondu à la population, on était en soumission pour avoir un meilleur prix. Fait que ça prend un peu plus de temps parce qu'on a donné 2 semaines pour avoir la soumission. Puis là, on vient d'avoir les résultats. Ça va prendre une couple de jours avant de décider si cette compagnie-là est capable de faire l'ouvrage. Après ça, ils vont donner le contrat, puis ça va partir. J'espère qu'ils sont capables de le faire si on fait des il y en a plus qu'un. C'est qu'il y en a plus qu'un. Donc c'est juste
C'est pas compliqué, c'est 2 enveloppes. On a regardé les parties techniques puis monétaires. C'est juste qu'on doit quand même avoir le temps de C'est bon. Juste sur ce point-là, est-ce qu'il y avait... j'entends différentes choses de citoyens. Il y a des personnes qui pensent qu'eux vont aller les chercher directement sur leur terrain. Parfait. C'est juste ça que je voulais clarifier, que non, cette compagnie-là ne va pas aller sur leur terrain chercher les sacs de sable. C'est strictement au point. OK, parfait. Donc, on a dit tous les résidents, on leur a donné une map de où ils devaient mettre les sacs de sable, soit de leur propre efforts ou avec... Excellent. M. Bouchard? Moi, j'ai d'autres questions. D'autres questions? Allez-y. J'ai eu une couple d'appels essentially in regards to the safety on Poupar Road. So essentially where that 90 degrees is, there's been numerous accidents. I'm sure you're aware that these have been happening more frequently ever since we have the surface treatment, right? Correct? So is there, I guess I want to see if you have any recommendations at your department on what we could do in order to help safety, because this is, yes, speeding is definitely a factor, but if we could look at how we could maybe have, for example, signs a little earlier, just to make people aware that this is coming up. And having lived on that street for numerous years, I know that even friends of mine have gone straight through those. So just to help the situation out, so that the farmer doesn't have to keep pulling people out. Charge him. That we can ditch there. Monsieur le maire, la seule chose que je demanderais, c'est d'avoir une directive claire par rapport, comme parce que j'en avais parlé un petit peu là, c'est que ça dépend c'est quoi les gens à qui on veut aviser. Si c'est des gens qui viennent pas d'ici, qui prennent pas cette rue-là, et tu peux mettre de la signalisation, des choses du genre pour adresser ça. Si le but c'est pour les quelques personnes qui font de la vitesse ou qui ont, pas sûr exactement pourquoi toutes les accidents, mais si c'est ce but-là, il n'y a pas grand-chose qu'on va être capable de faire. La signalisation ne va pas les empêcher de faire la vitesse. Non. Donc, ça dépend vraiment c'est quoi mais je pense que ça peut définitivement aider un peu de tout. So, essentially looking more at the greater good. Oui, les gens qui sont peut-être nouveaux, sensibiliser le monde qui ont probablement pas utilisé surtout le développement du Rona puis du vous voulez nous demander de revenir avec un rapport, une analyse? Oui, est-ce que le département pourrait revenir avec un rapport, une analyse avec des recommandations pour possiblement aider à la sécurité des citoyens et d'autres gens? J'habitais sur quand j'étais jeune, style comme ça, puis il y avait juste une grosse affiche avec le checkerboard là, qui disait avec une grosse lumière rouge ou jaune, qui disait vraiment là, c'était comme en pleine vue, là. Tu ne pouvais pas passer tout droit, c'était clair. C'est juste quelque chose comme ça. Là, ça... C'est ce qu'on va vérifier et qu'on va revenir avec. La directive au cabinet du Conseil, il faudrait que ça vienne de vous. OK. De revenir avec un rapport pour ce coin. Je suis vraiment fatigué. Les yeux sortis. I have one more question. This is for the Protective Services. So in having a lot of complaints over dumpy looking yards, and definitely in Ward 1, I'm sure that we all have those yards in our wards. So I was wondering if we could have more of a proactive approach to these yards. I understand our shortcomings that we have with staffing, but if we could still make sure that that's being done. Again, I do recommend my constituents to put complaint through with bylaw as well. Through the mayor, we've already started that process, so lots of letters have started going out of our already, so we'll continue to be proactive in those regards. But the process is such that once we identify the issue, then they're sent a letter and given an opportunity to rectify the issue before we proceed with enforcement. So. How long is that process on average? I guess there's different circumstances. I understand. Typically, we give them a month from when we give them that letter to get everything tidied up. So okay. They're given 30 days to resolve the issue. If they're not resolving, there are exceptions to that. But so you give them a month to cut their grass? Again, typically they don't take that long. Because it would
But before you know that the grass is long before you send the letters. Yeah. So, okay. You need to revisit that bylaw. Aye. OK, So- M. Bouchard? C'est bon. At the end of the summer. Oui, you're doing it. M. Levert? Oui, if we can, just to, with what Mr. Cabaret said, I have one property, you're saying 30 days, on Drouin Street, and it's been 5 years now. And it's just keep getting worse. You guys have been there. They cleaned up. After they cleaned up, I guess the process starts over again? Is that the way it works? Yeah, and I mean, it is what it is. We're obligated, if we're gonna do the work and force them to clean it up, so if the city's gonna take that on and expect to be recouped that cost, then we have to give the property owner a chance to correct it themselves. But 5 years? Well, but if it sounds like what I'm hearing from you councilors, that the issue has been raised, they start to clean up the property and then it falls into disrepair again. So every time they start to clean that up, they're making progress on it, so we have to assume the property owner's gonna make some progress. When that stops, then we can send them another letter. If they don't make progress on it, then we can come in and do it. The challenge with the municipality forcing itself on property owners to resolve the issue is potentially the property owner refuses to pay that bill or disputes the cost and says, well, I was gonna do that myself. And then the city spends a bunch of money on a property maintenance bill that we won't never recoup. It's a cost recovery thing. We go cut the grass, we only recover what we can get back from that. So we have to get pricing on, we have to follow our procurement policy in terms of making sure that we have sufficient quotes for whatever work, and we can always be challenged. I understand what you're saying, but we must have some paperwork from those 5 years that, you've sent letters and saying that the guy, saying, well, okay, I was gonna clean it myself. Well, he had 5 years to clean it himself, and how come it's never done? And people are complaining, that's why. If you want to give me that address offline, I'd be happy to follow up and get Monsieur Watt to follow up with you on. Okay. Oui, c'est par rapport à ça. I'm curious, do you give them a fine? Because if you were to give them a fine the first time, I don't know, $50 the first time, and then $150 the second fine, they would clean it up much quicker. I don't know, if you tell them and they don't do anything. Yeah, but if you start getting fined the first time, there's people that'll clean up. I've seen that some people that have been warned and they'll clean up right away. So you're gonna punish everybody for the ones that are bad. Yes, Mr. Wilson. Just through the mayor, the previous direction from council was not to proceed directly with enforcement. So previous direction we received from council is to try and educate the public on correcting the issue. So again, the challenge is they get long grass, they cut it, then the grass grows long again. We're educating them, they gotta cut the grass again. Then they get long grass again, we're educating them, they have to cut the grass. Or do we have to educate them 3-4 times? Like, I can understand the first time, it's the first time, like listen, there are consequences, the neighbors are complaining and so on and so on. This is educating. But then if you do it again, they are adults here, they're not children. So the second time, I think they should get a fine. Not the first time. I agree, you educate them and you explain to them why it's important that you do it. They live in the community and they have a responsibility. But going beyond that, because if it's like a child, you tell them 10 times to do something, they won't do it. After 15 times, they won't do it. Unless there are consequences. Je peux-tu? Deuxième ou troisième fois. OK. On l'amènera à la prochaine réunion, qu'il y a une amende de 9 à 2. Fait que je t'aurais-tu le faire la leçon maintenant ou la prochaine fois? La prochaine fois. OK. Je suis mort. Okay, I got just One. Mr. Wilson. You have 6 of them. No. J'avais pas fini, monsieur le maire. Ok, tu vas venir continuer. Non, je sais pas. Okay, for the fire hall in Rockland, that slope thing, I was thinking about that while everybody was talking. I understand the condo court, we voted on it, I know, but I understand the condo court gave us permission to do the slope and all that for the easement. And we're going to slope it, and not do the retaining wall. But what happens when we have to change that drainage pipe if we did the slope? We'll have to support the parking lot and all that, so we don't lose into the ditch when we dig to go get that pipe. If you can envision the building in Rockland, through the mayor, if you can envision the building in Rockland on the east side of that, towards the side of the Chinese restaurant, there's a drive-through lane that runs to the north.
the main drainage pipe that's already there for stormwater drainage runs Yeah. right down the middle of that laneway and out the north end into our existing parking lot and then into the stormwater system that's there. Yeah. The issue is on the east side of that driveway, right at the back, Mhm. where the property abuts the Washington Days condo court. Mhm. So right now, there's a small section at the very back of that property that in order for us not to do anything on their property, we'd have to build a retaining wall. It doesn't affect our stormwater drainage at all. But when we have to replace it, don't we all have to support the parking lot and all that? Because that retaining wall is going to support. There is no retaining wall. No, if we would continue having the retaining wall. So when we have to dig to replace that pipe, which is a lot older than what everything else is over there. This is brand new pipe that we're putting in the construction of the fire station. That one, yes, but the existing one between the two properties. When we have to go do that, isn't that retaining walls holding the parking lot? I'm not sure which pipe you're referring to. The main drainage pipes between the two properties. The stormwater drain that we're putting in Yeah. is underneath our driveway. That runs from our catch basin Yes. and runs back on our property. I think the question, if I understand correctly, is that there's an easement that goes north-south. Yeah. If that needs to be replaced, I think the issue is that would that undermine or you may have to shore so that, because by excavating that, if you're excavating too close to the slope of your 3-to-1, then you may need to shore that. I think that's what the concern is. So I think what you can do is Wouldn't it be wiser to have look that? at and say that it's not an issue or something like that. I'm not sure which pipe we're talking about. I'm not aware of any other drainage pipes in there, so I'd have to get back to the council on that. Okay, cool. But even if you dug, what's the difference? No, but if you'd have the retaining wall that we wanted to You're cut, still gonna have to do something so the retaining wall doesn't go in that hole when you dig. depends how far the retaining wall is from that. If you've got a slope, you don't have to, you just dig. You just have to shore I it. think his point is valid, maybe they can check it out, and if there's a problem, then come back to council, and we More may than have happy to look to... into it. The slope Yeah. is 6 feet. We're talking Mhm. 6 feet in the back, 20 feet. That I out the understand, no problem Yeah. for that. His point is valid, check it out, and if it's something, bring it back, and we'll do a Absolutely. retaining wall. Check that out. Be more about holes than... On peut juste avoir une copie électronique de ce document-là, parce que... Il est déjà dans les semaines. Ah, ok, parfait, Oui. parce que mes yeux bioniques, c'est-tu pas mal? Il a été attaché Ah, parfait. à l'UQAM. C'est tout. C'est tout? OK. Là, on s'en va en huis clos.